À National City, en Californie, l'ingénieur retraité en satellite Philippe Bondy a été retrouvé mort le 10 mai 1998. Il lui manquait une jambe qui semblait avoir été amputée très récemment. La cause du décès a été indiquée comme une myonécrose, une infection bactérienne généralement contractée lorsque des bactéries pénètrent dans le corps à travers une rupture importante de la peau causée par un objet extrêmement sale. Ce qui a vraiment dérouté les autorités, c'est que Philippe Bondy n'avait aucune raison médicale de se faire amputer la jambe. Lorsque la police a exécuté un mandat de perquisition dans une propriété résidentielle à San Diego, ils ont trouvé une masse de serviettes, de draps et de matelas imbibés de sang. Ils ont également trouvé de grandes quantités de médicaments anesthésiants, du matériel chirurgical usagé et des centaines de tubes vides de colle forte. Leur dernière découverte était une collection de cassettes vidéo macabres. Bonjour, je suis le docteur Richard Blades. Si vous regardez ceci, c'est que vous n'êtes pas satisfait de votre corps et cherchez à le changer. Ici, au Centre Brown pour l'excellence chirurgicale, nous voulons vous aider à devenir le vrai vous-même. Notre cabinet de chirurgie internationale est l'un des plus propres, efficaces et avancés au monde. D'autres médecins vous diront que vous avez une maladie. Ils disent que c'est votre esprit le problème, mais nous disons ne changez pas votre esprit, changez votre corps. Nous pouvons vous transformer en la belle personne que vous avez toujours cru être. Et cela ne vous ruinera pas, alors n'hésitez plus. Venez ici et réservez-vous une consultation dès aujourd'hui. Salut, je suis Docteur Bien. Vous savez qui je suis. C'est pour ça que vous êtes ici. La procédure que vous envisagez est une procédure très difficile, et il n'y a pas beaucoup de chirurgiens dans le monde qui sont qualifiés pour ce type de chirurgie. Heureusement pour vous, nous avons le meilleur expert au monde. En fait, s'il y avait un livre, il l'aurait écrit. Maintenant, après avoir examiné vos dossiers financiers, vos dossiers d'études médicaux, je vois que vous êtes un candidat parfait pour cette chirurgie. Maintenant, vous savez que cette chirurgie ne sera pas réalisée ici, aux États-Unis. Malheureusement, ce genre d'opération est encore mal vu ici. En revanche, au Mexique, ils ne sont pas aussi critiques. Vous avez l'air inquiet. Ne le soyez pas, vous êtes avec le meilleur du monde. Et nous sommes célèbres, voire même tristement célèbres, dirait un certain. Et pour les personnes de votre tranche démographique, les options sont assez limitées. Est-ce que c'est une photo de la start-up de confiserie? Ah oui, notre chirurgien fait partie de la famille de la start-up. En fait, il est un descendant direct de William Startup, le fondateur de la société de confiserie. Et son arrière-grand-père est le frère de Joseph Smith, qui a fondé l'Église des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le nom de Mormon. Il a fondé le mormonisme. Eh bien, quelqu'un dans sa famille l'a fait. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que le génie est héréditaire dans cette famille. Vous êtes entre de très bonnes mains. Il paraît que certaines opérations se sont mal déroulées. Ce ne sont que des mensonges malveillants de nos concurrents pour nous voler notre clientèle. Nous ne menons ni ne répondons aux campagnes de dénigrement. J'ai entendu dire qu'une fille a eu une infection tellement grave qu'elle a commencé à pourrir. C'est qui? Nous préférons laisser notre travail parler pour nous. C'est le niveau de précision chirurgicale attendu ici. Elle était un homme? Oui, c'est vraiment incroyable. En fait, alors que des médecins du monde entier refusent actuellement d'accepter que votre douleur soit authentique et sincère et vous qualifient de déviant,
Notre équipe chirurgicale modifiait déjà le corps de ces personnes pour refléter à l'extérieur ce qu'elles ressentaient à l'intérieur. À l'intérieur. Comment s'appelait-il déjà? John Brown était né en 1922 dans l'Utah. Il était le fils d'un médecin mormon, et en fait son père était un descendant direct des fondateurs de la religion, ce qui signifiait qu'il avait reçu une éducation très stricte. Toute personne qui cherche ces informations sur Internet aura beaucoup de mal à les vérifier, car la religion mormone fait un excellent travail pour effacer toute négativité entourant la religion dans le monde, parfois en utilisant une force physique excessive, ou parfois une force juridique excessive, selon la source à laquelle on se réfère. Cependant, si vous suivez les indices assez loin, vous découvrirez que le docteur John Ronald Brown a, en fait, écrit la préface d'un livre publié en 1969 par Maureen Startup, intitulé « Le pouvoir secret de la féminité », un livre très sexiste qui vante les vertus de la servitude féminine envers les hommes. Maureen et Albert Startup étaient des descendants directs de William Startup, qui a fondé la Startup Candy Company et qui lui-même était l'arrière-petit-fils de Hyrum Smith, le frère de Joseph Smith, le fondateur de la religion mormone. Maureen et Albert Startup étaient les parents de Diane Startup. Vous connaissez peut-être Deanne sous le nom de Deanne Steedham, après qu'elle ait épousé son mari Mark et qu'elle ait ensuite fondé un prétendu système pyramidal d'1 milliard de dollars appelé Lularo. Le Dr Brown était le frère d'Albert Startup et l'oncle de Diane Startup. Un aspect intéressant de cette histoire est qu'avant que Lularos ne soit poursuivi pour un système pyramidal présumé, Deanne encourageait, forçait et harcelait souvent ses employés pour qu'ils aillent à Tijuana, au Mexique, pour certaines opérations de chirurgie esthétique douteuses. Vu comment l'histoire du Dr Brown se termine, il semblerait que se rendre à Tijuana pour des procédures médicales douteuses soit une sorte de trait de famille. Pour en savoir plus sur l'ascension et la chute de l'empire Lularo, vous pouvez regarder ces vidéos d'autres créateurs YouTube spécialisés si cela vous intéresse. John Brown a été enrôlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Après d'excellents résultats au test de classification de l'armée, il a été envoyé à l'école de médecine. Les liens seront dans la description ci-dessous. Il a obtenu son diplôme de médecine de l'université de l'Utah en 1947 et a exercé comme médecin généraliste pendant une vingtaine d'années, sans événements marquants durant cette période. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de postuler en chirurgie plastique à l'hôpital Columbia Presbyterian. John était particulièrement doué pour la théorie en chirurgie et a obtenu de très bonnes notes à l'examen écrit. Mais il s'est effondré lors de l'oral, attribuant son manque de confiance en public à une éducation extrêmement stricte et autoritaire. Il est important de noter que, bien que la transidentité ait déjà été identifiée par le docteur Hirschfeld en Allemagne au début des années 1920, être homosexuel ou transgenre était encore considéré comme une maladie à cette époque de l'histoire. Ainsi, la plupart des médecins cliniques, cabinets et hôpitaux orientaient le patient pour qu'il soit guéri, ou les psychologues utilisaient des doses de morphine provoquant des vomissements ou des chocs électriques chaque fois qu'un patient voyait une image jugée déviante, afin de créer une réponse pavlovienne chez le patient et de le décourager d'être homosexuel ou transgenre. Cette pratique hautement non éthique et inefficace était appelée thérapie de conversion. Des pratiques similaires sont encore utilisées aujourd'hui dans certains milieux chrétiens pour guérir l'homosexualité, ce qui peut vous sembler familier. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres devaient donc cacher leur sexualité en public et n'avaient aucune option pour soulager leur détresse mentale, car consulter un médecin entraînait automatiquement une orientation vers le traitement susmentionné. Les choses ont commencé à évoluer dans les années 50 quand les médecins ont mieux reconnu la condition et l'ont considérée moins comme une perversion et plus comme un trouble mental nécessitant de l'aide. Ils ont alors proposé plus d'options aux personnes voulant changer de genre.
Pourtant, aux États-Unis, cela demeurait tabou, et la majorité des patients se rendaient finalement au Danemark, où les procédures et traitements étaient perçus plus libéralement. Avec le temps, ces chirurgies sont aussi devenues disponibles aux États-Unis d'Amérique dans des cliniques d'identité de genre, généralement situées dans les hôpitaux publics. Cependant, ces progrès lents ont été stoppés dans les années 70 lorsqu'une étude de l'université Johns Hopkins a affirmé que les patients ayant subi une chirurgie de réattribution de genre souffraient toujours des mêmes problèmes psychologiques après l'opération qu'avant. Bien que l'étude ait été fortement critiquée en raison de sa méthodologie défaillante, ce qui a évidemment conduit à des conclusions erronées, cela a entraîné la fermeture de la clinique d'identité de genre de l'université Johns Hopkins, et peu de temps après, toutes les autres ont suivi le mouvement, laissant à nouveau les personnes transgenres sans aucune option. Les gens comme vous se trouvent dans une situation très délicate. Nous sommes fiers d'offrir une large gamme d'interventions chirurgicales adaptées à vos besoins. Alors, dites-moi ce que vous n'aimez pas chez vous. En 1973, John Brown a présenté une technique de chirurgie de réassignation de genre, très bien accueillie par les médecins lors du symposium de Stanford. Peu après, John Brown s'est installé comme médecin chirurgien à San Francisco. Il a embauché John Spence, un ex-criminel, comme assistant. La première patiente, Mae Bachranti, simplement appelée Julie, a consulté le Dr Brown au sujet d'implants mammaires et lui ainsi que Spence ont convaincu Julie de payer pour une chirurgie complète de réassignation en lui disant qu'elle serait la femme parfaite après l'opération. Brown n'avait pas de licence pour pratiquer la chirurgie, quelle qu'elle soit, et il ne disposait pas d'une salle propre et stérile pour effectuer l'intervention, mais il a tout de même opéré la dame. Le caractère douteux de sa pratique rend très difficile de trouver des informations sur les résultats de ses patientes. Et malheureusement, je n'ai pas pu savoir comment s'est déroulée l'opération de Julie, mais elle l'a poursuivie en justice des années plus tard, donc je pense qu'on peut supposer que ça ne s'est pas très bien passé. En raison des préjugés contre les personnes transgenres à cette époque, il n'y avait pratiquement personne qui parlait publiquement des questions transgenres, et donc personne n'avait vraiment entendu parler, à part des rumeurs souterraines, d'un chirurgien à San Francisco qui pratiquait encore des opérations de réassignation de genre. Mais aucun de ces gens ne savait qu'il n'avait pas de licence pour pratiquer ce type de chirurgie, ni quels étaient les résultats pour ses patientes. Certains transsexuels ont aidé le Dr Brown à trouver des clients en répandant dans la communauté transgenre qu'il était le chirurgien dont on parlait à voix basse, celui qui osait défier la communauté médicale. Lorsqu'il a rencontré Angela Douglas, il lui a donné plusieurs milliers de dollars en espèces pour l'aider à lancer la publication du magazine Mirage, ce qui a malheureusement conduit à ce qu'elle fasse la promotion de ses services dans son magazine à plusieurs reprises. Les affaires semblaient bien se porter pour le Dr Brown. Très bien. Maintenant que nous avons toutes vos informations, nous pouvons commencer votre intervention. Maintenant, essayez de vous détendre. Ça pourrait piquer un peu. Les choses allaient empirer pour le Dr Brown car il commençait à se forger une réputation très différente et avec cela, un surnom est apparu, Brown la table. Un surnom qui lui a été donné parce qu'il opérait partout, des cuisines au garage, en passant par les motels miteux. Les résultats pour les patients commençaient aussi à être de plus en plus connus, certains affirmant qu'après l'opération, il ne ressemblait ni à un homme ni à une femme, et se décrivaient comme ressemblant à une poupée Barbie. Donna Colvan, une transsexuelle employée de Brown, se rappelait que ce médecin s'injectait du Valium avant les opérations et avait délibérément endommagé le vagin d'une patiente qui l'avait contrarié. Certains patients se retrouvaient avec un aspect où leur pénis semblait simplement avoir été fendu en deux puis cousu dans leur aine. Les patients ayant reçu un néovagin souffraient d'infections généralisées ou de colostomie permanente après l'opération. Les patients les moins chanceux se retrouvaient à court d'argent et étaient tout simplement abandonnés dans des ruelles ou des parkings.
La plupart de ces histoires n'ont absolument pas été rapportées à l'époque en raison de la stigmatisation autour du transsexualisme, et beaucoup de ces victimes ont souffert en silence pour ne pas attirer l'attention sur leur mode de vie choisi et éviter la violence qui l'accompagnait généralement. Puis, en 1977, le Conseil de la qualité médicale de Californie a révoqué la licence médicale de John Brown pour négligence grave, exercice de la médecine de manière non professionnelle et turpitude morale, ce qui est une façon élégante de dire que John Brown était un homme avec un manque de conscience inquiétant. Le Conseil a déclaré que John Brown avait permis à son assistant John Spence de pratiquer des chirurgies, autoriser des patients transsexuels à falsifier des ordonnances pour eux et d'autres, et laisser du personnel non médical diagnostiquer des patients. Ils ont déclaré qu'il avait fait preuve de négligence grave en opérant dans des conditions non stériles, sans consulter les antécédents médicaux des patients, réaliser d'examens préopératoires et en opérant des patients inaptes à subir une intervention, comme des personnes très âgées ou atteintes de maladies à haut risque de complications. Il a également menti sur les formulaires d'assurance maladie et a indiqué que la raison de l'opération était une absence congénitale de vagin, au lieu d'une chirurgie de réattribution sexuelle. À l'époque, les assureurs médicaux refusaient de couvrir la chirurgie de réattribution sexuelle. C'était le seul moyen pour lui d'être payé pour l'opération. John Brown était un chirurgien tellement incompétent qu'un autre chirurgien, Jack Fisher, a dû réparer une quinzaine de ses interventions ratées. A ensuite déclaré « C'est un chirurgien techniquement terrible et épouvantable. Il ne sait pas faire une incision droite, il ne sait pas tenir un scalpel. Et tant de sang. Il ne fait absolument pas attention à limiter la perte de sang. » Alors que l'on pourrait imaginer que ce genre de pratique aurait poussé la communauté transsexuelle à rejeter le Dr Brown, en réalité beaucoup d'entre eux lui ont donné des avis positifs, car ils disaient maintenant qu'il proposait des vagins à un prix raisonnable. Et dans une certaine mesure, c'est plutôt vrai. Parce qu'à cette époque, ce type de vaginoplastie constructive aurait coûté peut-être $10 000 en argent des années 70 ou $40 000 en argent d'aujourd'hui. Mais le Dr Brown ne demandait que quelques centaines de dollars. Il était beaucoup moins contraignant que les médecins de son temps. Les médecins de cette époque auraient exigé que la patiente suive 6 ans d'hormonothérapie et vive également en tant que femme pendant 6 ans, tout en subissant des réévaluations psychiatriques répétées, constantes et coûteuses pendant toute cette période. Avec Brown, c'était un capitalisme pur et dur, sans toutes ces réglementations ou cette paperasserie gênante qui ralentissent tous les autres médecins. Ces éléments, combinés à un manque d'options, faisait croire que la communauté transgenre avait tendance à le considérer comme une sorte de sauveur. Les yeux du patient sont ouverts. Vous vous êtes réveillé pendant l'opération. Il n'y a aucune raison de paniquer. C'est tout à fait normal. Donnez-moi le masque. Montez-le. Combien? Jusqu'à ce que le patient perde complètement connaissance. Après avoir perdu le droit d'exercer la médecine en Californie, à Hawaï, en Alaska et sur l'île de Sainte-Lucie, Brown est retourné dans le sud de la Californie et a commencé à exercer illégalement sur le marché noir. Comme auparavant, il proposait des chirurgies complètes de réattribution de genre, mais il avait ajouté la liposuction, les injections de silicone, les implants péniens et les liftings à sa gamme de services. Afin de contourner le fait qu'il n'avait techniquement pas de licence pour exercer la médecine, il organisait des consultations en Californie puis orientait les patients vers le Bureau international pour la chirurgie proprement dite, qui se trouvait au Mexique. En 1986, le magazine Forum a publié un article intitulé « L'incroyable Dr Dick »,
qui portait initialement sur la chirurgie d'agrandissement du pénis de Brown, mais racontait l'histoire d'un homme peu professionnel et distrait, qui ne savait pas bien conduire et dont le pantalon tombait souvent pendant les opérations. Ils décrivent également comment, lorsque Brown a fait une incision accidentelle lors d'une chirurgie du pénis provoquant un saignement excessif, Brown a réagi très calmement en disant « J'ai fait une bêtise ». Cela a attiré l'attention d'Inside Edition, qui a produit un reportage d'investigation intitulé « Piment Nansan, le pire médecin d'Amérique », où Brown a réalisé une opération de lambeau du cuir chevelu pour abaisser la ligne des cheveux d'un patient. On a entendu le patient gémir tout au long de l'opération, ce à quoi Brown a commenté que c'était normal, mais lors d'une chirurgie standard et pratiquée par un médecin agréé de ce type, le patient est toujours fortement sédaté au point de ne pas pouvoir bouger ni parler du tout, et d'être complètement inconscient. Peu après, un procureur de San Diego a inculpé Brown pour exercice illégal de la médecine, l'envoyant en prison pour 19 mois. C'était anormal. Brown avait déjà été incarcéré auparavant pour avoir prescrit sans licence et exercé sous un faux nom, purgeant des peines plus courtes. Mais Brown avait déclaré qu'il avait l'impression de se rebeller contre un contrôle gouvernemental excessif de la médecine, et il a continué malgré tout. Après l'incarcération de Brown et la médiatisation nationale de ses pratiques. Dr Paul Walker, non, pas ce Paul Walker-là. Le Dr Paul Walker a élaboré les normes de pratiques et de soins pour les personnes souffrant de dysphorie de genre, qui auraient dû établir un cadre standardisé pour traiter, diagnostiquer et prendre en charge les personnes atteintes de dysphorie de genre. Le patient est de nouveau réveillé. Nous n'en avons plus. Non, 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 tu restes là. Nous n'avons pas encore terminé. Brown a conduit un taxi à Tijuana pendant 1 an avant de rouvrir son cabinet illégal là-bas en 1992 sous le nom de Dr Ralph Molina. Une patiente potentielle nommée Sherry a rendu visite au cabinet dans l'intention de solliciter les services du Dr Molina. Ce qu'elle a vu, c'était des égouts qui débordaient en saté constamment, l'eau courante était intermittente et la salle d'opération n'était qu'une chambre avec une chaise de gynécologie dans un coin. Sherry a également déclaré que Brown buvait parfois du café pendant qu'il pratiquait une opération. Elle a choisi de ne pas engager le docteur Molina après avoir vu tout cela. Le docteur Molina est resté en grande partie inaperçu pendant 6 ans, continuant à pratiquer des opérations illégales, insalubres et incorrectes sur le marché noir jusqu'en 1998, lorsqu'un homme nommé Philippe Bondy s'est adressé au docteur Molina pour une intervention très inhabituelle. En 1977, les psychologues Greg Firth et John Money ont décrit une condition qu'ils ont appelée apotemnophilie, un trouble psychologique rare dans lequel la personne ressent un désir irrésistible d'amputer des membres sains ou de se rendre sourde ou aveugle. Cela a ensuite été reclassé comme trouble de l'intégrité corporelle. Les patients vivent souvent toute leur vie comme des amputés en utilisant des membres prothétiques et toute une série d'autres dispositifs qui rendent un membre sain inutile dans le but d'essayer de vivre comme un amputé. Des rumeurs circulent sur des patients atteints de ce trouble qui seraient allés à l'extrême. Qu'ils allaient tant jusqu'à s'allonger sur des rails et laissaient des trains leur passer sur les jambes pour se les faire amputer, ou qu'ils utilisaient des fusils de chasse pour se suicider. Mais je pense que c'est juste un mythe d'internet, parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches là-dessus, et je n'ai trouvé aucune preuve qu'une seule fois cela soit arrivé. Bien que non officiellement reconnu comme un trouble psychologique dans le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, quelques études limitées ont été menées pour essayer de découvrir ou de comprendre ce qui cause cette condition. Un petit échantillon de personnes atteintes a passé des imageries par résonance magnétique et ce que cela a révélé, c'est qu'elles avaient moins de matière grise dans leur lobule pariétal supérieur du cerveau. La quantité de matière grise manquante était directement corrélée à la force du désir de se couper un des membres sains. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que je suis bizarre ? Ouais, je suis probablement bizarre, peu importe à quel point les personnes atteintes de cette condition le sont. Il est pratiquement impossible de trouver un chirurgien prêt à amputer un membre sain à cause de l'éthique d'une telle pratique, ou pour le dire plus doucement, c'est très contesté. Il y a eu un chirurgien en Écosse qui l'a fait avec 3 patients,
Mais à part cet exemple, je n'en ai trouvé aucun autre. Et même cet exemple-là a été limité à ces 3 occasions parce que la réaction professionnelle et publique a été si forte que tout le monde a juré de ne plus jamais le refaire. Pour les patients atteints de ce trouble, il n'y a aucune option. Eh bien, peut-être une seule. Et lui, il a eu ce qu'il voulait. Emmenez-le dans sa chambre. Emmenez-le au parc. Bon sang, emmenez-le dans une ruelle. Je m'en fiche. Mais faites-le rapidement. Nous avons un autre patient qui arrive. Bondi et son ami, le Dr Greg Firth, avaient rendu visite à Brown, où Bondi a payé ce dernier pour qu'il lui ampute la jambe. Firth voulait également payer pour la même intervention, mais il s'est rétracté à la dernière minute. Puisque l'amputation d'un membre sain était illégale aussi bien aux États-Unis qu'au Mexique, Brown a reconduit Bondi et Firth dans la chambre et a jeté le membre amputé par la fenêtre de la voiture en marche dans le désert pour que les coyotes le dévorent. Au début, Bondi était vraiment satisfait de l'opération, même s'il a déclaré plus tard à Firth qu'il pouvait sentir le Dr Brown scier sa jambe. Le lendemain, Firth est entré dans la chambre de Bondi pour prendre de ses nouvelles et l'a trouvé mort. Il a vu le téléphone et le fauteuil roulant renversé, les draps arrachés du lit, et a dit qu'il était évident que Bondi n'avait pas eu une mort paisible et qu'il était très probable qu'il soit mort dans d'atroces souffrances. Un chirurgien témoignant au tribunal a déclaré que Brown n'avait pas laissé un lambeau de peau assez large sur le moignon pour une bonne circulation sanguine, et que le tissu à l'intérieur était mort car il était trop tendu. Cela a permis aux bactéries Clostridium perfringens de pénétrer sur le site et de provoquer l'infection. Après avoir trouvé des reçus signés par le Dr Brown dans une chambre d'hôtel de Bondi, ils sont allés le chercher à son appartement décrit comme très sale. La police ne savait toujours pas pourquoi Bondi s'était fait amputer une jambe saine, mais elle soupçonnait un acte criminel, alors elle a amené Brown pour l'interroger. Pendant que la police interrogeait Brown, le journaliste et écrivain Dallas Denny a pris connaissance de l'affaire et a immédiatement contacté le bureau du procureur de San Diego. Denny suivait la pratique illégale de Brown depuis des années et mettait en garde la communauté transgenre contre l'utilisation de ses services. Elle a reconnu la scène comme étant probablement l'œuvre de Brown. Elle avait informé le procureur que Brown pratiquait des chirurgies clandestines liées à l'apotemnophilie dans la région depuis la fin des années 1970. Le procureur a d'abord inculpé Brown d'homicide involontaire et l'affaire a ensuite été portée devant le tribunal. Initialement inculpé d'homicide involontaire, le procureur a décidé, après examen des vidéos trouvées chez Brown, de demander au juge de le maintenir en détention sans caution pour danger envers les citoyens américains et mexicains, et de requalifier les charges en meurtre au second degré avec intention malveillante. Ce qui signifiait que, même s'il n'essayait pas intentionnellement de tuer des gens, son imprudence totale et son absence de considération pour les personnes autour de lui créant des conditions où la mort était extrêmement probable, et il continuait malgré tout. Les preuves trouvées dans l'appartement de Brown étaient accablantes. Ils ont découvert des piles d'oreillers ensanglantées, serviettes, mouchoirs, aiguilles usagées et flacons de silicone. Ils ont également trouvé partout des pots vides de colle forte. Qu'un ancien patient a déclaré que Brown avait utilisé pour refermer les incisions lorsqu'il avait du mal avec les sutures. La preuve la plus accablante fut les enregistrements maison de ces opérations. L'une des cassettes était une vidéo promotionnelle dans laquelle un Brown aux mains très tremblantes tente d'illustrer l'une des procédures en utilisant des morceaux de papier arrachés d'un carnet sale et oublie à plusieurs reprises la terminologie médicale de différentes parties du corps. Selon Stacey Running, procureure adjointe, les cassettes ont été très grossières et on entendait des chiens aboyer en arrière-plan durant l'opération. Elle se souvient qu'une cassette montrait un morceau de peau du scrotum fixé à une planche à l'aide de punaises, et on aurait dit qu'il avait été écrasé par une voiture. L'enquêteur Tom Basinski a déclaré qu'il avait l'habitude de visionner des vidéos médicales dans le cadre d'autres affaires, mais que celle-ci était d'une toute autre nature. Il a dit que les scalpels coupent généralement la peau très facilement, avec peu de force et de pression.
Mais dans les vidéos des opérations qu'ils ont trouvées tant dans l'appartement du Dr Brown, les scalpels étaient tellement émoussés que le Dr Brown devait exercer une pression immense et scier d'avant en arrière pour réussir à percer la peau. Les cassettes vidéo montrant Brown en train de mutiler les pénis de différents patients étaient particulièrement éprouvantes pour les membres masculins du jury, l'un d'eux ayant même demandé au juge s'il était vraiment nécessaire qu'il les regarde. Dans une interview des années plus tard, le procureur adjoint Ronning s'est rappelé que Brown utilisait une procédure consistant à transformer un morceau d'intestin en vagin et à le recoudre dans l'estomac, provoquant une nouvelle péritonite. C'était une procédure inédite, jamais utilisée par aucun autre chirurgien. Premièrement parce que cela laissait le vagin avec une odeur d'excrément par la suite, et deuxièmement parce que cela ne fonctionne pas et provoque des infections pouvant entraîner la mort. Il faisait essentiellement des expériences sur les personnes qui venaient le voir, sans aucun égard pour leur santé ou leur vie. Ronning avait dit « Il était presque aussi proche de Joseph Mengele que possible, mais je ne pouvais pas le dire au tribunal, car cela aurait annulé le procès. » Le problème était que, pour que l'accusation de meurtre au second degré avec malveillance implicite tienne devant le tribunal, il fallait démontrer un historique de chirurgie imprudente. Une seule opération ne suffirait pas pour condamner. Il devait avant trouver des témoins prêts à témoigner contre lui, affirmant avoir vécu des situations similaires. Les anciens clients de Brown étaient principalement des personnes instables, refusées pour une opération par les médecins et sans crédibilité devant le tribunal. Ceux qui auraient été crédibles ne voulaient rien avoir à faire avec l'affaire, de peur que cela ne révèle leur histoire personnelle et ne les expose à des préjugés et à la violence. Certains s'étaient mis suicider. Finalement, ils ont trouvé quelques anciens patients qui étaient prêts à témoigner contre Brown et à établir un historique de plusieurs décennies de chirurgie irresponsable sous différentes formes. Avec des témoins, des preuves et la loi tous contre le Dr Brown, son avocat a tenté de le présenter comme un homme bienveillant, qui essayait simplement d'aider une sous-classe oubliée de la société que personne d'autre ne voulait aider. Bonjour. Bonjour. Je suis le Dr Blass. Et je suis ici pour... Ah, je vois que vous lisez tout sur notre fondateur et mon mentor. Ne vous inquiétez pas, il m'a tout appris de ce qu'il sait. Dites-moi ce que vous n'appréciez pas chez vous.